Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vocalement Vôtre, le podcast de l'association Politiquement Vôtre. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e épisode sur les municipales 2026 de Grenoble et je suis comme à mon habitude accompagné de Quentin. Salut Quentin. Salut Corentin, et oui tu l'as bien dit, 6 sur 9, on touche le bon bout. Alors là ça va être une semaine un peu intense parce qu'en 5 jours on va tourner 4 épisodes, donc on va essayer de garder des forces et le sourire. Et Évidemment. aujourd'hui on a un invité qui s'appelle Hervé Gerby. Bonjour Monsieur Gerby, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Super. Alors Monsieur Gerby, vous représentez la liste Nous Grenoble. Vous êtes soutenu par le parti Horizon, qui est le parti, si on situe, d'Édouard Philippe. On est allé un petit peu lire votre site internet pour voir un peu le programme, pour voir un petit peu de quoi vous voulez nous parler. Vous n'avez pas utilisé le chatbot ? Non. Ah, vous auriez dû, parce que c'est une grande fierté quand même de l'équipe, le chatbot. Parlez-nous-en, allez-y. Parlez-nous de la liste, du chatbot et un peu du programme. Non, je parlais du chatbot parce qu'on vient de faire un enregistrement pour M6 qui parle d'intelligence artificielle. Et on a été les premiers à déployer ce petit outil conversationnel qui permet justement de pouvoir interroger le site et virtuellement le candidat H24. Donc ça remplace jamais ce qu'on est en train de faire, ça remplace jamais les opérations que nous faisons sur les marchés, le porte-à-porte, les rendez-vous au local de campagne, mais c'est un outil intéressant qui donne beaucoup de précision à la fois sur le candidat et sur la campagne. Donc on peut entre guillemets vous poser une question directement auprès de ce chatbot, et ça répond comme si c'était vous ? Je me demande si vous n'auriez pas dû faire avec l'émission avec le chatbot carrément. C'est marrant Quentin parce que Monsieur Aldeguer, votre confrère, nous a dit exactement la même chose pour Monsieur Carignon. Il y a aussi un chatbot Carignon et du coup on peut discuter avec lui. Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours dater, mais ce qui est important dans une campagne, c'est pas tant que les autres vous reprennent. Finalement, si on vous reprend, c'est que l'idée est toujours intéressante et qu'elle mérite d'être posée. Donc nous, on est très heureux qu'effectivement nous ayons servi l'imagination de l'équipe d'Alain Carignon. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la liste Nous Grenoble, qui vous entoure, qui est à vous, et qui êtes-vous aussi ? Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, s'il vous plaît ? Oui, alors, c'est une liste de gens qui ont de l'imagination. D'abord. Et de la technique. Et de la technique, donc ils n'attendent pas après les autres, mais c'est un marqueur fort, parce que ça veut dire que c'est une liste qui est composée de personnalités de terrain dans la vie active, qui sont retrouvées derrière la candidature que je pouvais porter. Alors, vous l'avez dit, je suis avocat de métier spécialisé dans le droit des victimes, avocat depuis 30 ans. Pour des raisons politiques, j'ai raté ce week-end la soirée de nos 30 ans de barreau, la soirée de promo. Mais ça fait 30 ans, donc, avocat spécialisé dans le droit des victimes. Et la volonté aujourd'hui d'amener finalement ce que j'ai pu vivre dans mon métier, de l'amener sur le terrain politique et cette notion de justice. Alors en politique, on sait que parfois c'est bien de donner une lisibilité, une colonne vertébrale, de dire qui on est, d'où on vient, par quoi on est inspiré. Donc vous l'avez dit, je suis soutenu par Horizon, d'abord et surtout par la façon avec laquelle Édouard Philippe aborde la politique, c'est-à-dire cette notion de parler vrai, de dire les choses même si elles ne font pas nécessairement plaisir. Alors je ne suis pas en accord sur tout avec lui, loin de là, il y a des bonnes choses qui ont été faites et d'autres sur lesquelles on voit aujourd'hui finalement, notamment sur la suppression de la taxe d'habitation, que ce n'était pas forcément de bonnes idées. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui pour moi est important. Et puis un autre élément de ma colonne vertébrale, c'est que je suis très attaché au rocardisme, qui est aussi la vérité en politique, qui est aussi le courage en politique, et qui amène une notion supplémentaire, c'est la notion de contrat. Et donc voilà, ça c'est pour moi deux aspects fondamentaux. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, donc on a dépassé l'étiquette Horizon pour cette liste Nous Grenoble, qui rassemble des hommes et des femmes, pour certains qui ont déjà une expérience politique. Akima Nessim, ma directrice de campagne, est une ancienne élue de Michel Destot, maire socialiste de Grenoble. Aline Blanc-Tailleur, elle aussi est une ancienne élue de Michel Destot, pas socialiste, mais du mouvement Go Citoyenneté, qui est un mouvement citoyen qui a porté Michel Destot dans son premier mandat. Jean-Charles Collaroy, qui est un ancien député Renaissance. Et puis,
Une fois qu'on a dépassé ces personnes, ce sont beaucoup de gens qui viennent, comme on dit, de la société civile, si on peut utiliser cette expression-là, mais en tout cas, qui sont en activité professionnelle, qui ne s'étaient pour beaucoup jamais engagés. Loïc Roche, ancien directeur de Grenoble École Management, le professeur Thomas Decamp, qui est chef de service au CHU. Vous avez des grands noms quand même, finalement. Des personnes qui ont des compétences sur des sujets qui sont importants. La santé, l'innovation avec Raphaël Meyer, qui est docteur en physique, avec Enda Djeridi, qui est professeur agrégé à l'INPG, avec notre jeune Arthur, qui va voter pour la première fois le 15 mars et qui s'est engagé sur ce scrutin et qui, lui, est fait maths appliquées. Donc plutôt des gens de compétences, domaine de la culture, avec Joël Nino, avec Frédéric Sabi, qui est le conservateur général des bibliothèques des universités, donc de l'ensemble des bibliothèques universitaires, très importante pour notre politique du livre à Grenoble. Donc voilà, plutôt Nassim Akrour, dont on a parlé, qui travaille avec nous dans l'équipe Nous Grenoble, ancien footballeur professionnel, la légende du GF38, comme on dit. Donc effectivement, une équipe plutôt variée qui met son talent à disposition des Grenobloises et des Grenoblois. Ok, et ben ça fait une sacrée présentation, merci beaucoup. Alors je vais rappeler comment fonctionnent les élections municipales. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, si c'est la première fois que vous écoutez un épisode, on le rappelle dans tous les épisodes. Sinon, vous allez encore une fois écouter ce petit laïus. Élection municipale, ça veut dire élection à 2 tours. Il peut y en avoir un seul si une liste fait plus de 50% des voix, mais a priori à Grenoble, ça ne sera pas le cas. Donc élection à 2 tours, élection à la proportionnelle à prime majoritaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? La proportionnelle, ça veut dire que le nombre de sièges qui est attribué à une liste dépend de son score en termes de pourcentage de voix exprimées. Vous faites 30%, vous avez 30% des sièges. Sauf que, petite particularité des municipales, il y a la prime majoritaire qui signifie que si vous êtes la liste qui est en tête de course, vous avez automatiquement la moitié des sièges. Vous avez la majorité. Alors, on ne va pas redétailler, on l'a déjà fait dans un autre épisode, comment fonctionnent les métropolitaines, etc. Et donc, je coupe court, on va arriver sur les 2 sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, Monsieur Gerby, vous avez choisi le premier sujet, nous avons choisi le deuxième. Pour le premier sujet, c'est une thématique très intéressante. Vous avez choisi de parler d'éducation. Alors, ça va nous permettre d'aborder ce sujet, on ne l'a pas encore fait dans le podcast. C'est une exclusivité. Tout à fait. Parce qu'on vous a parlé de sécurité ? Eh ben, c'est nous qui avons légèrement touché le sujet, mais sans rentrer trop dedans. Pour l'instant, personne n'a voulu. Je croyais que les autres candidats étaient allés sur la sécurité pas tant. à fond. Aucun candidat. Non, parce que... Il y a des choses à dire. Comment ? Non, c'est surtout que ça peut arriver d'avoir des candidats qui sont un peu, vous savez, Après, on n'a pas reçu tous les candidats. Monothème. Mais... Pour l'instant, personne ne nous a dit « je m'inscris sur le thème de la sécurité ». C'est nous qui sommes allés un petit peu poser quelques petites questions. Donc le thème que nous, on imposera, ce sera la propreté de la ville et l'aménagement urbain, qui est une thématique qu'on entend aussi un petit peu dans le sujet des municipales. Commençons donc par le premier sujet, l'éducation. Alors c'est un sujet qui est vaste, on va essayer de le situer un petit peu. Dans Vocalement Vôtre, dans les épisodes que vous écoutez maintenant, on parle des municipales. Alors juridiquement, c'est le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, et le Code de l'éducation qui nous permettent un petit peu de situer le sujet. Quelles compétences, quelles actions par et pour la mairie ? Alors, on exclut directement les lycées, c'est régional, et les collèges, c'est départemental. Là, on va bien parler d'école, on peut parler de petite enfance, etc. Quand vous vous baladez sur le site de la mairie de Grenoble, vous pouvez voir quelques actions que vous pouvez faire. Vous pouvez inscrire votre enfant à l'école, vous pouvez vous occuper du périscolaire ou de la crèche. Périscolaire, c'est tout ce qui est cantine, c'est le sport, etc. On voit aussi un certain nombre de partenariats que la mairie mène avec des associations. On sait, grâce au Code de l'éducation, je vais même citer quelques références juridiques, attention ce soir on est un petit peu fifou, article L212-4 qui nous dit donc que la propreté et l'entretien des locaux, c'est à la charge des mairies. On notera d'ailleurs qu'un certain nombre d'agents territoriaux sont liés aux questions d'éducation. Je conclus ce propos, article L212-2, toujours du même code, toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Alors pour Grenoble,
On se doute bien qu'il y en a plusieurs, mais j'ai trouvé la petite anecdote assez intéressante. Il y a quelques exceptions, quelques arrondis dans la règle, mais c'est une thématique qui est assez marrante. Donc voilà, on voulait savoir ce que vous vouliez nous en dire. Alors, amoureux du juridique, j'espère que vous êtes servi ce soir, parce que si vous êtes simple moldu comme moi, bon, allez, elle, machin, tout ça, j'espère que ça a embrouillé personne. Il sourit, mais il a les yeux pleins de larmes, là. Mais bon, monsieur Gerby, vous êtes normalement, vous êtes un juriste, même avocat, donc normalement, ça devrait aller. C'est surtout le CGCT que vous avez retenu. Par cœur, Code bien sûr. général des collectivités territoriales. Un de mes outils de travail à moi. On l'ouvre pas tous les jours, je vous rassure. C'est une thématique, l'école, qui est importante dans une ville comme Grenoble. D'abord parce que nous avons à peu près 15 000 écoliers à Grenoble. C'est environ 80 écoles entre les élémentaires et les maternelles. Donc ça représente beaucoup d'enfants, et derrière ces enfants, ce sont des familles. Donc s'intéresser à l'école, c'est aussi s'intéresser pas simplement à l'avenir de la ville, mais c'est aussi s'intéresser aux familles. Donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre à bras-le-corps ce thème. Qu'est-ce qu'on fait à Grenoble pour faire en sorte que les familles s'installent, se plaisent, élèvent leurs enfants, vivent, vieillissent éventuellement sur Grenoble, transmettent sur Grenoble, ils font une activité professionnelle. Il nous a paru essentiel de pouvoir mettre les enfants à l'honneur. Alors, à la fois sur la petite enfance, vous l'avez dit, et puis les écoles élémentaires et primaires, compétences petite enfance depuis peu pour les collectivités que sont les villes. Et ça veut dire redoubler de capacité d'accueil, notamment pour les crèches. Alors, il y a les crèches publiques, il y a les crèches privées, les micro-crèches. Il y a tout un tas de possibilités d'accueillir les enfants. Mais il faut qu'on ait effectivement un maillage suffisant avec des horaires, une amplitude horaire suffisante pour permettre aux parents de laisser dans de bonnes conditions quand ils partent au travail leurs enfants et de les récupérer aussi dans de bonnes conditions. Pour la question élémentaire, la première proposition que nous avions faite, que nous avions déposée, et nous étions les premiers à prendre cet axe-là, c'était en novembre dernier, nous annoncions que nous allions proposer la cantine gratuite. Alors pourquoi la cantine gratuite ? Eh bien parce que je reviens au principe essentiel, l'école, c'est un principe républicain, elle est laïque, publique, universelle. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas qui vient à l'école, quelles sont à la fois les origines, mais aussi les conditions économiques. Et faire de la cantine un temps qui serait à part de l'école me paraît contraire à tout ce qui se joue pendant ce temps de cantine. Donc nous avons considéré que le temps de cantine était un temps qui était un temps scolaire. Et que les familles, les classes moyennes, qui aujourd'hui n'ont pas été beaucoup aidées à Grenoble avec l'augmentation de la taxe foncière, se trouvent pour beaucoup embêtés pour faire en sorte que leurs enfants aillent de façon régulière à la cantine. Moi, quand j'ai entendu des couples me dire avec 2 salaires qu'on s'organise quand on a même un seul enfant, on s'organise avec d'autres parents qui récupèrent les gamins pour les faire manger à tour de rôle à midi à la maison, je trouve ça mais totalement scandaleux. Donc, oui. Pardon, excusez-moi, mais quand vous dites cantine gratuite et que vous utilisez l'argument du fait que voilà, c'est pour tout le monde, etc., est-ce que vous différenciez aussi les menus, du coup, au niveau de la religion, au niveau du végétarisme, du véganisme, ce genre de choses ? Est-ce que c'est aussi c'est un menu unique gratuit pour tout le monde, ou il y aura des petites subtilités au niveau des menus ? Le temps de cantine, c'est un temps d'apprentissage du bien manger. Donc le bien manger, c'est d'abord la variété. Et donc, on a un bon service de cantine scolaire. Il y a des plats qui sont végétariens. Il y a surtout la volonté aussi de faire des circuits courts, de faire en sorte que des produits locaux, des produits locaux, des produits bio. Et donc tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose
qui est bien fait parce que les équipes sont compétentes pour le faire. La cuisine centrale sait le faire. Je ne vais pas vous dire qu'on a une cuisine centrale qui dysfonctionne. On sait qu'il faut accroître les capacités de production de la cuisine centrale. Il y a un projet de mutualisation avec Échirol, mais il y a un savoir-faire qui est là, et on va continuer dans ce savoir-faire pour faire en sorte que les enfants qui restent dans ce temps de cantine apprennent à bien manger. Et sur les différentes religions, un menu avec du porc, ou avec du halal, ou avec du kasher, est-ce que vous allez différencier ça aussi? Ou c'est peut-être déjà fait? Il faut que tout le monde puisse manger. Donc, y compris en fonction d'appétence particulière ou de goût. Il faut que tout le monde puisse manger. Parfait. Moi, ça m'amène une question. Alors, célibataire sans enfant, forcément, c'est une question moi, que je Du maîtrise. coup, tu vas à la cantine, c'est ça? Voilà, exactement. Ça coûte combien, en fait, actuellement, d'amener un enfant à la cantine? Alors, en termes de temps, j'ai des collègues qui m'en ont parlé. Je le vois bien, en fait, quand ils partent à midi pour aller emmener le gamin, enfin, pour prendre le gamin, du coup, etc. Mais en termes de coût, pour une famille, c'est combien à peu près? Si vous n'êtes pas aidé, le repas, c'est 8,70 €. Alors après, il y a des aides en fonction du coefficient. Quand même. Et ça peut descendre jusqu'à 0,75 €. C'est une bonne fourchette, ouais. 0,75 oui. à 8. Ça veut dire que pour les familles qui sont aidées, on est quasiment à 0, à 0,75 €. Et ça peut aller jusqu'à 8,70 € en fonction des. Ça veut dire que si tu as revenus. 2 enfants, ça fait 16 € par jour. Oui. Fois 5, ça fait 80 € par semaine. Ça fait un bon menu tacos. Ça fait par jour, 300 et quelques euros par mois. Ouais, c'est un sacré budget quand même. Ouais, c'est pas. Ouais, ok. Ouais. Ouais. Pour des gens qui payent la taxe foncière très souvent, en tout cas. Et pour des petits estomacs, contribuent. parce que là, on parle enfin, petit estomac. C'est même pas des collégiens ou lycéens, là, ça reste quand même des enfants assez jeunes. Ok. Donc, école non, Vous pas savez école que le gratuite, département a déjà, fait le repas à 2 € dans les collèges. On est dans ces logiques. Les collectivités locales ont pris conscience de la nécessité de faire en sorte de considérer en fait que le temps d'alimentation, le temps médian, était un temps qui était utile pour la santé, utile aussi pour, en tout cas en ce qui concerne les enfants, pour des repérages aussi de certains comportements. C'est aussi une façon différente que le temps de classe pour pouvoir dire, tiens, là, il y a peut-être un enfant qui est en difficulté avec ses camarades, qui peut être victime de harcèlement, ou un enfant qui est peut-être un petit peu plus agité que ses camarades pendant le temps de repas et qui nécessiterait un accompagnement. Donc, ce sont aussi des temps de repérage. Aujourd'hui, vous parliez de harcèlement et ça rebondit un peu sur l'actualité qu'il y a actuellement. Malheureusement, on est trop souvent confronté au harcèlement scolaire et avec des fins dramatiques pour les élèves. Est-ce que aujourd'hui, la municipalité a un pouvoir pour aider les jeunes ou même les parents à faire face à ce harcèlement scolaire si toutefois il a été notifié au proviseur ou notifié au directeur scolaire ou qu'importe à une association quelconque? Est-ce que dans ce cas-là, la municipalité a un pouvoir et votre future municipalité aurait un rôle à jouer là-dedans? Moi, je ne veux pas que les enfants fassent l'actualité judiciaire à Grenoble, ni en tant qu'auteur, ni en tant que victime. Ouais. Et donc, le rôle d'une école, c'est d'accompagner les enfants. Qu'est-ce que l'on peut faire? Nous avons proposé qu'une convention citoyenne locale soit organisée sur le bien-être de nos enfants. Ça veut dire travailler sur la question du temps scolaire. Il y a des demandes fortes pour un temps d'école sur 4 jours. Mais certains disent c'est pas bon nécessairement pour l'enfant. Et puis il y a tout ce que l'on voit aujourd'hui sur la santé psychologique de nos enfants. Donc moi je souhaite qu'effectivement nous posions cela dans le cadre d'une convention citoyenne locale pour déterminer comment on va organiser le temps scolaire, quelles activités on peut mettre en œuvre pour contribuer au bien-être des enfants, même si on a certaines idées. On sait que la culture, le sport sont des activités qui sont des activités bénéfiques. Et puis, les moyens que l'on va faire pour aider sur la santé mentale de nos jeunes. Alors, il faut renforcer un service de médecine scolaire qui est efficace, mais dont on a encore plus besoin aujourd'hui que des familles sont sans médecin traitant. Vous savez qu'on est à quasiment 20 000
personnes qui aujourd'hui n'ont pas de médecin traitant. Donc ça concerne aussi des familles avec des enfants. Il faut à ce moment-là que le médecin scolaire, ma foi, ait un rôle renforcé pour ça. Je souhaite aussi que nous ayons au sein du service de santé scolaire, que nous ayons une ou deux psychologues qui soient affectés, non pas comme les psychologues scolaires qui dépendent de l'éducation nationale, à la question de l'apprentissage. Est-ce que cet enfant apprend bien? Quelles sont ses capacités? Mais véritablement à sa santé psychologique. Pour faire quoi? Pour repérer, pour accompagner les familles, pour alerter éventuellement le corps médical, et puis pour aider quand il faut avoir une place en urgence dans un CMP, pour avoir une consultation en urgence. Eh bien, si on a un médecin, un psychologue qui est référent et qui est en capacité, par les liens qu'il a avec notamment les CMP, de pouvoir dire attention, moi j'ai une situation importante, je demande un coup de fil pour que vous preniez un enfant. Donc, il faut avoir un service de médecine scolaire et avec des psychologues qui soient en nombre suffisant et qui pourront faire ce travail d'accompagnement. Alors toujours dans la veine de la santé dont vous apportez aujourd'hui, au niveau du sport et des sorties scolaires ou des sorties de classe verte, est-ce que vous avez un projet en ce sens sur plus de sport par exemple à l'école pour les jeunes enfants? La question du périscolaire doit reposer sur un principe simple. Vous savez qu'à Grenoble, il y a une longue tradition de ce que l'on appelle l'éducation populaire. Cette éducation dont le principe est de dire que personne n'éduque personne, mais qu'en réalité, on s'éduque ensemble par la confrontation au monde. Et il y a une longue tradition d'associations d'éducation populaire. Moi, je souhaite que ces associations, qui n'ont pas été mises à contribution dans le cadre du périscolaire, soient réinvesties. C'est-à-dire que je souhaite que nous puissions enlever cet esprit municipaliste sur la gestion du périscolaire. Nous avons actuellement un nombre de contractuels qui font le travail, mais qui ne savent pas si dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 4 mois, leur contrat va être renouvelé. Et quand vous êtes déjà dans cette situation-là, ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir faire de véritables projets scolaires sur un temps long. Or, ce que demandent les enfants sur une année ou sur un cycle, c'est de pouvoir avoir des projets pédagogiques qui soient sur le temps long. Donc moi, je souhaite qu'on réinvestisse les associations d'éducation populaire dans le cadre de conventionnement structuré, dans lequel on va dire voilà quels sont d'un commun accord les objectifs que nous vous fixons, voilà les moyens que nous pouvons vous donner, et nous allons déterminer ensemble les critères d'évaluation de ces moyens-là. Donc en remettant à ceux qui ont la culture de l'éducation populaire, qui ont le savoir-faire, cette partie du périscolaire, eh bien je pense qu'on pourra beaucoup mieux travailler sur ces questions-là, et notamment sur le type d'activité. Donc ça touche le périscolaire, mais ça touche aussi ce qu'on appelle l'extrascolaire, c'est-à-dire les fameuses colonies de vacances qui ont beaucoup disparu et qui pourtant sont encore réclamées par un nombre de familles. Ok. Donc vous parliez de la gratuité sur la cantine, vous parliez de développer toutes ces activités périscolaires. On sait qu'en France, l'école est gratuite. Néanmoins, il y a toujours les frais annexes qui représentent quand même une certaine somme, les cahiers, les livres, les stylos, etc. Est-ce que dans ce cas-là, toujours dans l'idée de rendre l'éducation le plus accessible possible, au plus de familles possible, est-ce que dans ce cas-là, vous auriez aussi une piste sur rendre les frais, donc c'est-à-dire voilà, stylo, papier, ce genre de choses, gratuits. Vous avez déjà une trousse scolaire qui est donnée par la ville. Donc le travail est fait. Il y a à 100%. probablement un résiduel, mais qu'on ne détermine pas forcément. C'est pas nécessairement le résiduel, vous savez, rendu obligatoire, parce que là c'est fait par la ville. Par contre, effectivement, sans doute que des familles ont des investissements supplémentaires parce qu'ils souhaitent qu'il y ait des investissements supplémentaires. Moi, je crois que le cap, il faut le mettre sur le périscolaire. Ok. Parce qu'aujourd'hui, là-dessus, à la fin d'un mandat, se sont plaints du périscolaire et vous ont demandé, ou c'est quelque chose qui vous est venu de vous-même, ou vous avez eu écho de voilà, on n'a pas assez d'activités périscolaires pour nos enfants, etc.
Comment vous avez sondé ça? Le périscolaire a aussi un coût pour un certain nombre de familles qui ne sont pas nécessairement aidées. Donc, ça a un coût. Si vous voulez faire plus de périscolaire pour vos enfants et plus d'extrascolaire, ça veut dire un coût. Moi, je souhaite effectivement, si à la fin d'un mandat, dans le cadre d'une politique de réduction des coûts du budget de la ville de Grenoble, si nous arrivons à faire en sorte que le périscolaire soit gratuit, ce sera tant mieux. On ne le promet pas en début de mandat, parce qu'aujourd'hui, les finances de la ville sont quand même un peu contraintes, mais ça me semble être un cap qui est intéressant dans le cadre d'une vraie politique globale de l'enfance. Alors, vous me parlez du financement, effectivement, j'allais y venir à la fin. Comment vous comptez financer tout ça? Parce que là, vous allez chercher l'argent où? En augmentant un impôt, en supprimant un et en le remettant ici? Vous avez prévu de financer ça comment? On a prévu de faire, dans les 120 jours du mandat, de faire un plan d'économie. Ok. Et de faire en sorte que, pour le budget, dès le budget 2028, la trajectoire de la dette soit inversée. Donc c'est faisable, ça demande effectivement d'avoir de bons outils pour pouvoir traquer la dépense qui est inutile, faire en sorte qu'un euro investi soit un euro investi dans la vie réelle et pas ailleurs. Et il y aura des suppressions d'un certain nombre de projets, mais qui touchent en réalité le budget subvention. Vous savez que dans une ville, il y a deux budgets. Vous avez un budget fonctionnement et puis vous avez un budget investissement de la ville. Donc pour les dépenses de fonctionnement, il faut que l'on revienne dans les villes de même strate que Grenoble. Donc il y a 6 à 7% d'économies par an qu'il faudrait pouvoir faire. Donc il faudra traquer effectivement la mauvaise dépense. Comment on fait la dépense inutile et tout ce qui peut être mutualisé. Et donc on va s'attaquer à ça dans les 120 jours, les 120 premiers jours du mandat, pour que nous puissions présenter un budget complémentaire qui soit voté et qui rectifie le précédent budget. Ok. Vous parliez de bons outils. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon outil finalement? Il n'y a pas déjà un outil mis en place? L'IA est totalement absente. Or, aujourd'hui, avec l'IA, nous avons à Grenoble les meilleurs chercheurs qui travaillent sur l'IA et l'économie et comment on utilise en matière macroéconomie les outils d'intelligence artificielle. Donc, nous comptons utiliser ces outils-là pour... on a parlé de l'information aussi du public pour libérer du temps utile aussi aux fonctionnaires pour qu'ils puissent être au plus près des publics qui en ont besoin. Mais c'est aussi avec l'IA que l'on peut piloter une politique publique et des finances publiques. Ok. Alors, je n'ai pas utilisé l'IA de votre site, mais je me suis baladé un petit peu dessus. On apprend donc que vous parlez de 4 piliers pour votre programme. Le 3e, c'est éducation, culture, citoyenneté. Alors nous, politiquement vôtre, la citoyenneté, ça nous parle forcément. Et en lisant un petit peu, on apprend donc que vous voulez, je cite, faire vivre la laïcité à l'école, valoriser l'éducation, ça on le comprend depuis tout à l'heure, en faire un pilier central du projet, et une expression qui me rend un peu curieux, c'est valoriser la réussite. Alors, qu'est-ce que vous entendez par valoriser la réussite ? Valoriser la réussite, c'est de ne pas la regarder sous un seul angle. Vous connaissez sans doute ce qu'est l'intelligence émotionnelle. On connaît ça depuis les années 80. Et je pense que chaque enfant a une intelligence particulière. Et que le rôle de l'école, c'est d'éveiller ces intelligences particulières et d'accompagner et l'enfant et les parents à une prise de connaissance, y compris de cette intelligence-là, qui n'est pas forcément une intelligence d'apprentissage. Et pour moi, valoriser la réussite, c'est valoriser toutes les réussites et toutes les intelligences. Tous les profils, en fait, d'élèves. Toutes les intelligences, qu'elles soient purement intellectuelles, qu'elles soient mathématiques, que ce soit des intelligences créatives. Ouais, artistique, j'ai Merci, dire. artistique. Oui. Okay. Merci beaucoup. Ou tout simplement l'intelligence émotionnelle, ce qui fait que des gamins dans une classe ont un rôle à jouer parce que dans leur relation aux autres, ils peuvent être modérateurs, apaisants, compréhensifs. Eh bien, ils ont aussi leur place, même s'ils n'ont pas forcément les résultats scolaires. Et donc, sur le côté faire vivre la laïcité à l'école, alors ça nous intéresse. On a déjà tourné, il n'est pas encore diffusé, mais on avait tourné un épisode sur la laïcité. Forcément, c'est une controverse juridique en droit public tous les ans en décembre. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire sur le côté école ? On est au niveau de l'école.
On est au niveau de l'école. Donc, au niveau de l'école, la règle, elle est simple, c'est d'accueillir tout le monde. Il y a un terme qu'on utilise beaucoup, mais que j'ai du mal à utiliser. Je vais quand même l'utiliser, c'est la notion de vivre ensemble. Faire en sorte qu'effectivement, dans une même classe, il n'y a pas de regard porté à la fois sur la condition sociale, mais aussi sur les origines, qu'elles soient culturelles ou religieuses. C'est le rôle de l'école de favoriser cela, et l'apprentissage de la citoyenneté commence par ça. Mais vous savez, la citoyenneté à l'école, c'est aussi avoir éventuellement un conseil municipal jeune. Il n'y en a pas. C'est fou. Il y en a pas à Dans mon Grenoble. petit village, il y en avait un. Et Ouais. moi, j'en ai fait partie, je me souviens, mais il n'y en a pas à Grenoble. À Grenoble, il n'y en a pas. Ça, vous me l'apprenez. Et donc, il n'y a Ok. pas de conseil municipal Ok. enfant. Donc, moi, je pense qu'il faudra y réfléchir, mais il ne faut pas que ce soit un gadget. Il faut qu'il y ait véritablement des missions qui soient confiées. Typiquement, ça peut faire l'objet de la convention citoyenne ou pas, c'est pas obligatoirement, mais il faut une concertation pour dire si nous faisons un conseil municipal enfant, qu'est-ce qu'on met dedans ? Qu'est-ce qu'on va leur apprendre effectivement à faire ? Est-ce qu'on va leur apprendre déjà ce qu'est la démocratie locale à Grenoble ? Ce que sont que la vie des quartiers, ce qu'est un budget, la gestion d'un budget participatif, etc. Tout est possible, mais il faudra vraiment donner une vraie utilité et pas en faire un gadget. Ok. On est toujours dans cette thématique un peu de la démocratie locale. Hein. C'est quelque chose qui est revenu dans les 2 derniers épisodes. Comment on prend la décision ensemble, comment on crée du projet, etc. Ça m'amène petit à petit vers une autre thématique. Je l'ai mentionné dans mon introduction. L'entretien des locaux et la propreté, c'est la mairie. Alors, encore une fois, je ne suis pas tout à fait concerné par les écoles. Mais j'aimerais savoir, niveau propreté, entretien des locaux, à Grenoble, vous en pensez quoi ? Et quelles sont les idées que vous voulez mettre en place ? Vous parlez de quoi ? Des écoles toujours là ? Des écoles. On parle de l'entretien des écoles, des bâtiments, etc. Tout à fait. Il y a à poursuivre un vrai travail de rénovation, de végétalisation, parce que l'objectif, c'est quand même la question climatique. On a des écoliers qui vont à l'école jusque le début de l'été, des étés de plus en plus caniculaires possibles. Donc, il faut continuer ce chemin qui a été débuté par l'actuelle mandature. Il y a des questions qu'on doit se poser et qui n'ont pas été posées, mais il va falloir se les poser. Nous avons des fermetures de classes chaque année. Chaque année, on ferme des classes. Donc, qu'est-ce que l'on fait À cause des profs ? de ces classes ? À cause du manque de professeurs ? Non, parce qu'on a moins d'enfants. Parce qu'il y a moins d'enfants. Ok. Parce qu'on a moins d'enfants. Donc, qu'est-ce que l'on fait de ces classes ? Potentiellement, dans les 10 ans qui viennent, on peut avoir une classe dans chaque école, 80 écoles à Grenoble, une classe dans chaque école qui est fermée. Donc, ça veut dire des salles, ça veut dire des locaux qui sont inoccupés. Il faut que nous ayons une vraie interrogation sur ce que nous faisons de ces bâtiments et de ce que nous faisons de l'école au temps où certaines classes sont inoccupées, voire l'école tout entière inoccupée. Et ça, vous avez des idées ? Je pense qu'il faudra en En débattre. rediscuter à ce Oui. moment-là. C'est une politique, si je comprends bien, d'investissement à voir les urgences climatiques, là où on en sera dans X années. Il y a une politique de rénovation, mais cette politique de rénovation énergétique, de confort énergétique, elle est valable pour l'ensemble des bâtiments. Elle est valable aussi pour les logements sociaux, les logements publics pour lesquels la ville intervient. Moi, j'ai vu des logements totalement insalubres, et il y a une priorité à faire en sorte que plus personne ne puisse continuer à vivre dans des logements qui soient insalubres. Donc, c'est valable pour les logements publics, comme il en va de l'école, comme il en va de certaines copropriétés qu'il faut accompagner aussi pour faire en sorte que tout le monde puisse être sur le chemin de la rénovation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, on vous a notifié des salles d'école, des salles de classe qui étaient insalubres. Non, je parlais de logement public. Du Non, plan je parlais de logement public. Et Je parlais les pas logements, je peux en témoigner, j'ai même vu la vidéo. Oui, elle est incroyable, cette vidéo. Elle Vous avez vu dans est... quelles conditions cette famille se trouvait ? vit, oui, avec les murs et tout qui sont... Waouh. Donc là, on oublie le permis de louer que la municipalité a mis en place, C'est des logements sociaux, donc... en plus. La honte. Ok. Oui, oui, je vous confirme, c'est honteux. Donc, on peut difficilement soutenir de construire de nouveaux logements publics lorsque ceux qui sont existants, il y a des personnes qui vivent dans des conditions d'insalubrité totale. Alors, je mets un bémol. Je pense que sur les constructions de logements publics, il faut que l'ensemble des communes de la métropole jouent leur rôle. Ça s'appelle la solidarité au sein d'une même métropole. Grenoble a joué son rôle. Il faut que les autres communes jouent leur rôle.
Et puis je mets un bémol sur le besoin que nous avons quand même de foyers logements pour des publics notamment atteints de certaines pathologies, l'autisme, des adultes autistes, maladie d'Alzheimer, pour lesquels on a des besoins à Grenoble même. Mais j'allais vous en parler justement, voilà, pour savoir qu'est-ce que vous comptiez faire pour ces enfants qui sont, voilà, des fois, qui ont des maladies malheureusement et qui ne peuvent pas profiter autant de l'école normalement que quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'accès PMR ou d'assistantes qui peuvent aider les élèves? Est-ce qu'il y a ce qu'il faut à Grenoble aujourd'hui? Il faut sans doute changer un paradigme. Autant on fait de la parité, de l'égalité homme-femme, on en fait une condition de toutes les politiques publiques, mais il faut que l'inclusion soit aussi un critère de toutes les politiques publiques. Et l'inclusion de toutes les personnes en situation de handicap et de tous les handicaps doit être dans toutes les politiques publiques. Donc c'est quelque chose qui doit être vu de façon transversale. Il n'y a pas une politique particulière d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Ça doit irriguer la totalité des politiques publiques grenobloises. Ok. Alors, ça m'amène une dernière question pour ma part. Vous avez mentionné en fait les autres communes. Sur les quelques minutes qui nous restent sur ce thème, en termes d'éducation, vous avez mentionné tout à l'heure le fait de mutualiser des cantines scolaires avec d'autres communes. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques liées à l'éducation sur lesquelles on pourrait avoir une approche un peu plus métropolitaine ou une approche de coopération avec d'autres communes? Vous parliez justement de fermeture ou d'ouverture de classes. Est-ce que l'une des approches pourrait être justement de prendre de la hauteur, entre gros guillemets? Sans doute que lorsqu'on sait qu'on ferme une classe de façon assez régulière, la question de la carte scolaire mériterait une vraie réflexion d'avenir. Et je crois qu'on ne l'a pas. Et il faut l'organiser, la penser avec les acteurs concernés. D'un point de vue métropolitain, en revanche, moi, je serais plus intéressé à la question des équipements qui servent beaucoup nos enfants, que sont les piscines, qui sont de très gros équipements, qui nécessitent de très gros moyens, qui sont gérés par les villes. La rénovation d'une piscine, c'est 20 à 25 millions d'euros. La construction d'une piscine, c'est 40 à 45 millions d'euros. Et ça nécessite des entretiens extrêmement réguliers. Il y a deux enjeux. Un, qui est l'apprentissage, effectivement, de la natation par les enfants. Et moi, je souhaite qu'on fasse en sorte que cet apprentissage soit un apprentissage de long cours. Parce que ce n'est pas parce que vous faites une séance toutes les semaines, pendant 4 semaines, que nécessairement vous savez nager. Donc, il faut qu'on puisse faire un apprentissage au long cours. Ça a aussi un intérêt pour tout ce qui est lutte contre la canicule. C'est-à-dire, on ouvre les piscines dès qu'il fait chaud et on les ouvre à toutes les personnes de la métropole. Donc, aujourd'hui, ce sont des infrastructures qu'une commune peut difficilement seule assumer. Donc, c'est en lien quand même indirect avec les écoles, mais il y a une vraie discussion à avoir au niveau métropolitain. Ça amène au thème suivant. Plus ou moins, oui. On conclut donc sur le thème de l'éducation. Ça fait maintenant une petite demi-heure qu'on en discute. Ça nous amène donc sur le deuxième thème, qui est un thème que nous, on vous a imposé ce soir. C'est un thème en fait qu'on a revu ou qu'on a vu passer plusieurs fois en filigrane dans des discussions qu'on a eues avec des gens, qu'on a vu dans l'actualité, dans la presse, etc. C'est la propreté et l'aménagement urbain. Alors la propreté de Grenoble, c'est un sujet souvent de débat. Est-ce que Grenoble est une ville sale? Est-ce que c'est une ville propre? On a entendu des candidats nous dire moi, j'aimerais bien redonner un petit peu une belle image à Grenoble. Alors on a creusé un petit peu, on s'est rendu compte que en termes de propreté, les acteurs qui travaillent dedans sont d'une part publics, mais aussi privés. Alors le privé, on va un petit peu l'écarter de la conversation. Il y a plusieurs entreprises, on s'en doute bien. Si vous tapez propreté Grenoble, vous allez tomber sur pas mal de boîtes qui sont dans le domaine de la salubrité. Bon, et dans le public. Alors dans le public, la commune elle intervient, mais les compétences sont très liées à la métropole. Et oui, pour nos auditeurs et nos auditrices, sachez que tout ce qui est transport des déchets, c'est souvent lié aux communautés de communes ou aux métropoles. Alors on va pas rentrer dans un détail juridique trop long, parce que sinon Corentin va se mettre en PLS. Oui. Il s'en cache même pas. Ce qu'on va dire, quelques éléments pour cadrer un peu le sujet.
Quand on va sur le site de la mairie, grenoble.fr, on peut lire qu'il y a un service propreté urbaine qui compte 230 agents qui travaillent tous les jours de 5h30 à 19h30. En d'autres termes, ils sont là sur le terrain, ils nettoient, ils s'occupent des poubelles, et en parlant de poubelles, il y en aurait 2500 à Grenoble, 170 parcs à chiens, des encombrants qu'on peut amener en déchetterie, sauf que les déchetteries, c'est métropolitain. Ouais. Exactement. Et quand on consulte un petit peu les sondages, alors qu'ils valent ce qu'ils valent, un sondage c'est un sondage, on se rend compte qu'en fait une part conséquente des Grenoblois est mécontente de l'état de propreté de la ville. Alors là, on parle de plein de choses, on peut parler des déjections canines, on peut parler des détritus, mais aussi des tags, parce que en se baladant à Grenoble, on en trouve régulièrement. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la propreté à Grenoble ? C'est manifestement un sujet qui revient de façon régulière. Et quand vous avez un sujet qui revient de façon régulière, c'est que c'est un sujet réel. Voilà. Donc il y a une vraie difficulté qui est liée à la fois au tag, mais aussi aux détritus, à la question des encombrants. Ça met en réalité plusieurs choses en œuvre. D'abord, la question de l'incivilité. C'est-à-dire qu'on a les comportements déjà de chacun d'entre nous. Donc ça passe d'abord par une politique de communication, et c'est au sein de la métro notamment pour la gestion des déchets, qui doit être permanente. On ne relâche pas la communication. Vous savez, c'est un peu comme toutes les politiques de communication sur l'alcool au volant. Ça fait 40 ans qu'on a eu des politiques de communication sur l'alcool au volant, et vous avez encore des gens qui, de toute façon, le boire ou conduire, ils ne connaissent pas. Et en matière de gestion des déchets, c'est exactement la même chose. Donc, il ne faut pas relâcher la communication, il ne faut pas relâcher la pédagogie, et il faut la faire dès l'école. On parlait de l'école tout à l'heure, on parlait de la citoyenneté, mais l'apprentissage de la citoyenneté commence aussi par l'apprentissage de ces gestes au quotidien, ces gestes citoyens-là. Et peut-être, on parlait des attributions de ce futur conseil municipal enfant, peut-être qu'on pourrait lui confier les attributions en matière de gestion des propretés dans les écoles et entre camarades. Il y a peut-être des choses à inventer. Donc il y a un apprentissage d'abord citoyen dès l'école, une communication par la métro. Et puis après, quand la pédagogie ne suffit pas, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner, et là, pour sanctionner, ça veut dire que si vous renforcez la question de la vidéoprotection dans la ville, vous pouvez tout à fait aussi utiliser la vidéoprotection pour sanctionner ceux qui laissent des encombrants sur le trottoir, et que ces encombrants n'ont rien à faire. Alors que ces encombrants n'ont rien à faire. Pour un dépôt sauvage, mais pas pour une... Je vais parler vulgairement aux familles, mais pour une clope laissée par terre. On est d'accord. Oui. Oui, quand même. Ok. Ne me prêtez pas des attentions. Oh non, mais on demande... C'est pour ça que je demande. C'est pour... voilà. Déjection canine canine, moi j'ai un chien, je suis désolé, mais... je vous excuse. S'il fait ses besoins dans la rue, je ramasse. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un de responsable. Vous parliez de civilité, oui, c'est ça, tout à fait. Mais vous savez, si vous avez une police municipale qui est présente auprès de ses concitoyens, qu'est-ce qu'elle va faire, cette police ? Elle va le voir. Elle va d'abord aller, parce que le rôle d'une police, c'est d'abord de faire la pédagogie. Elle va aller, elle va expliquer, elle va d'abord faire la pédagogie. Ouais. Et puis, si c'est quelqu'un qui est, parce qu'il fréquente toujours le même parc, il fréquente toujours les mêmes rues, toujours les mêmes quartiers, et qu'on a déjà vu son chien faire 1 fois, 2 fois, 3 fois et qu'il ne ramasse pas, là, oui, effectivement, il y aura un procès-verbal qui sera conformément à la loi dressé. Okay. Mais d'abord la pédagogie, et c'est le rôle de la présence humaine. La police municipale, elle a une vocation qui est une vocation de renfort, de médiation avec les citoyens. Vous avez mentionné la vidéoprotection, c'est un sujet qu'on a abordé avec une autre liste. Actuellement, il y a un tout petit peu moins de 120 caméras de vidéoprotection à Grenoble. Vous, alors peut-être pas forcément que pour la question de la propreté, mais de manière globale, vous seriez favorable à investir pour avoir plus de caméras ? Les chiffres de la vidéoprotection, c'est quand même les chiffres les plus controversés. Tout à fait. Quelle est votre source, 120 Je suis allé fouiller sur Internet, tout simplement. On me l'a confirmé quand on a discuté justement avec la liste en question, qui nous a dit « Moi, j'ai 110 et des brouettes ».
Voilà les sources que j'ai Parce que vous là-dessus. savez qu'il y a eu un débat il n'y a pas longtemps entre le procureur de la République et la ville. Pas du tout, j'étais pas au Alors, courant. la ville de Grenoble, sur son site. Voilà, elle revendique 110 ou 118. 120, voilà, c'est ça. On Voilà. était pas loin. C'est ce qu'elle à peu c'est près, ce qu'elle- c'est ce qu'elle 120, revendique. Par d'accord. contre, il faut regarder quand est-ce que ça a été actualisé Oh bah, sur le site. je vais vous dire Mais, ça tout de suite. non, mais pour être sérieux, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui. 2024. C'est-à-dire qu'entre les caméras qui sont installées et une caméra, il faut qu'elle fonctionne. Tout Qu'elle à soit fait. installée, c'est une chose. Donc la vraie question, c'est combien de caméras fonctionnent aujourd'hui dans la ville. L'un des indicateurs, c'est quand même, et pardonnez du peu, mais c'est quand même une autorité importante, c'est le procureur de la République qui a fait une déclaration il y a 15 jours, lors de la rentrée solennelle du tribunal judiciaire, pour dire à Grenoble, c'est un fait, seule une vingtaine de caméras dans la ville nous ont été utiles pour la résolution d'enquête, ont pu être interrogés sur la résolution d'enquête. Alors, je sais que Éric Piolle a rebondi là-dessus en disant non, c'est un scandale, on n'a pas que ça. Il a fait une vidéo devant le centre de supervision. Moi, je me fie quand même aux autorités judiciaires. Alors, Parce que en je toute le vois, c'est transparence, aussi mon l'info métier. m'avait complètement échappé. Parce que je le vois, c'est aussi mon métier et je le vois dans des enquêtes. Et le nombre de fois où sur un certain nombre d'enquêtes, nous aurions voulu avoir des images et on ne les a pas eues, c'est important. Donc je me fie quand même à ce que dit le procureur de la République. Le chiffre importe peu, mais il y a un décalage énorme entre ce qui existe et ce qui semble fonctionner. Ouais, et puis ce qui est exploitable. Si elle regarde l'arbre d'en face, bon. Ou Très s'il n'y a bonne- personne derrière Très la bonne- caméra. Alors là, c'est une très bonne intervention, vous avez raison. Sur la place Saint-Bruno, qui est un point de deal extrêmement important, vous avez une caméra qui est proche de l'église et le dernier bilan sécurité qui a été fait par la police nationale dans le cadre du projet de requalification de la place le dit, cette caméra ne sert à rien. Ouais. L'angle qu'elle prend, ça ne sert à rien. Donc, vous avez entre le différentiel de ce qui fonctionne pas, ce qui est utile, ce qui sert, ce qui sert pas, c'est énorme. Donc, il y a une revue complète à faire des caméras. Nous avons une ville qui fait 18 km². Ben, il faut se dire, on veut une caméra tous les combien, globalement? On veut une tous les kilomètres, on en veut une tous les... Nous avons estimé que si l'on voulait remplir une mission, on était sans doute aux alentours de 500 caméras. Ce qui est énorme en termes d'investissement. On l'a chiffré, c'est 10,8 millions d'euros d'investissement sécurité, donc compris caméras, centre de supervision, hausse des effectifs de police municipale, armement de la police municipale, nombre de médiateurs complémentaires parce que nous pensons qu'avec une police municipale, il faut au moins 10% de médiateurs à leur côté. Une application citoyenne que nous avons appelée Allo Grenoble, des bornes d'alerte d'urgence, tout ça coûte 90 € par an par habitant. Je pense que ça vaut le coup, 90 € par an par habitant. C'est pas à moi de le dire. Néanmoins, Votre assurance vous coûte plus cher, sans doute. je vous le dis. Vous avez vous avez chiffré combien coûterait le projet des caméras de surveillance. Pour l'ensemble du projet sécurité, oui. Pour l'ensemble du projet. Est-ce que vous avez chiffré la gratuité de la cantine scolaire? On a considéré, en fonction du nombre de personnes qui pouvaient effectivement, d'enfants qui pouvaient manger, et en considérant qu'il y aurait un appel à des familles complémentaires de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros. Alors, prochaine question de mon côté. Après, vous savez, si vous interrogez les Grenoblois en leur disant, selon vous, quelle est la priorité, la cantine gratuite ou la sécurité? À votre avis? Moi, je crains que ce soit la sécurité. C'est un sujet qui revient beaucoup. Alors Et qu'on le en parle rôle, pas et de le beaucoup. rôle, et le rôle d'un maire, c'est d'essayer d'avoir une vision globale et de se dire, il y a plusieurs priorités possibles. On en a défini 4 sur l'angle de ce qu'on voulait faire. Tout à fait. Alors, on va parler un petit peu de tag. Vous l'avez mentionné dans votre réponse. Il y a un autre candidat. Ça, Vous c'est aimez moi pas qui le le street mentionne. art? Pardon? Vous aimez pas le street art? Non, j'adore l'art, mais Alors, je suis j'allais plus vous dire branché qu'il y a- clair-obscur que Il y a tag. 2 genres de tags à Grenoble, pour les auditeurs qui ne le savent à pas. Nous fait. avons Oui. des immenses façades d'immeubles taillés Qui sont mais magnifiques. qui sont magnifiques. C'est pas vraiment du tag sauvage. Voilà. Et on a aussi le tag tel que tel qu'on le conçoit. Et on a le transport
Et en on commun, en a quand même... qui s'appelle TAG aussi à Grenoble. Tout à fait. Et du tag à Grenoble, il faut reconnaître qu'on n'en manque pas. Un autre candidat qu'on ne citera pas propose une brigade anti-tag. Vous, pour lutter contre les tags et justement donc, cette dégradation de l'espace public, qu'est-ce que vous pensez de l'idée et qu'est-ce que vous mettriez en place particulièrement si vous avez un projet en particulier Une brigade armée. Alors, Il on y a lui pas les demandera détails, demain, mais on on lui pourra lui demandera. demander demain. Non, je pense qu'il faut être sérieux sur les terminologies qui sont utilisées. On cite. Là, pour le coup, c'est une citation. Oui, oui. Non, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot brigade ? L'idée, c'est de se dire il y aurait un service qui serait dédié uniquement à l'effacement des tags et qui serait appelé. Donc, on ne peut pas à la fois, pour certains candidats, dire on veut un service unique de propreté urbaine et d'espace public, et on va rassembler ces deux services, et en même temps dire que dans ces services, il y aurait des brigades qui seraient des brigades spécialisées. Donc, il faut être cohérent sur le projet. La réalité, c'est que le tag appelle le tag. Donc, il faut effectivement les effacer, et les effacer rapidement. Est-ce que pour ça, il faut dire, ça me paraît un peu gadget, il faut une brigade anti-tag, il faut un service de propreté urbaine qui soit efficace pour lutter contre le tag. Point. Donc, il faut renforcer sans doute les effectifs. Il faut faire en sorte aussi que les signalements soient faits, mais que, en dehors des signalements, les effectifs puissent tourner dans la ville et avoir sans doute aussi une priorisation ou en tout cas un travail quartier par quartier pour enlever un certain nombre de tags qui sont sans doute plus polluants que les autres. Parce qu'au nombre de tags que nous avons dans la ville, je pense qu'il va nous falloir un moment avant de tous les effacer, si c'est l'ambition que l'on a. Donc, il va falloir faire un vrai travail de priorisation. Je pense que ce qui est important pour les services de propreté urbaine, ils sont là. Moi, je pense que la ville de Grenoble a des agents municipaux extrêmement compétents, extrêmement expérimentés. Il leur faut en revanche du matériel, qui soit du matériel renouvelé. Et on le voit notamment, il faut plus de matériel pour intervenir. Il faut l'hiver faire en sorte qu'on puisse enlever les feuilles mortes. Évacuation des feuilles mortes, ça fait partie de la propreté urbaine. Stop, on met fin aux glissades dans la rue. On a aussi une politique de déneigement qui soit une politique de déneigement efficace. On parlait d'inclusion pour les personnes en situation de handicap, personnes âgées mais personnes en situation de handicap. Il faut que dans les épisodes neigeux, on puisse effectivement avoir du déneigement. Et donc, avoir des engins aujourd'hui qui sont multifonctions pour pouvoir aussi... En réalité, ce sont des engins dans lesquels on va rajouter des outils ou enlever des outils. Bon, oui. Non, pardon, je vous en prie. On parlait tout à l'heure un peu de sécurité. Maintenant, on parle des agents d'entretien. Ça me rappelle le souvenir de cet agent de propreté à Grenoble qui s'est malheureusement fait... Millions de gens. Exactement, qui s'est fait tirer dessus. Est-ce que... Donc, on parlait justement de la propreté dans tout Grenoble. Donc, ça aussi intervient dans des quartiers très... on peut dire mal fréquentés, du moins là où il y a une criminalité assez présente. Est-ce que dans ce cas-là, il y aurait un accompagnement de sécurité pour ces agents d'entretien qui viendraient intervenir dans ce genre de quartier ? L'objectif, en tout cas, il est clair. Le service public de la propreté comme le service public de la sécurité, c'est dans tous les quartiers, c'est pour tout le monde. Bien sûr. Il n'y a pas de privilège. Donc tout le monde doit en bénéficier. S'il faut malheureusement que les agents de propreté, pour qu'ils puissent accomplir leur travail, soient accompagnés, ils seront accompagnés. C'est toute l'importance par un agent d'avoir... ou par des caméras de surveillance uniquement ou... Ils seront accompagnés par la présence humaine, c'est-à-dire par les policiers municipaux qui viendront faire à la fois de la médiation, mais aussi de la prévention, et qui viendront sécuriser les lieux s'il le faut. C'est tout l'intérêt d'avoir une police municipale qui est une équipe de police municipale qui est renforcée parce qu'on voit les besoins. Vous voyez, ce besoin que vous avez indiqué, ce n'est pas un besoin dont on parle forcément en campagne électorale. Et pourtant, vous l'exprimez. Il existe, en effet. Donc, il faut des policiers municipaux qui puissent au besoin accompagner les agents de propreté, comme il faut des policiers municipaux qui soient en centre-ville pour faire respecter les zones piétonnes. Donc, ça montre toute l'importance de renforcer les effectifs. Ce qui ne sera pas une mission simple. Parce qu'il faut les recruter. Parce que, question d'argent ou question humain, là, pour le coup ? Il faut les recruter. Il faut les recruter en nombre.
Oui. Donc il y a une telle image, Ah, oui. de Grenoble, Donc à là, c'est pas laquelle tant une question à laquelle d'argent. beaucoup ont contribué d'ailleurs. Mais c'est pas une question d'argent forcément qui vous amène des difficultés à recruter des personnes. C'est plutôt trouver des personnes qui veulent bien faire ce boulot. On peut travailler sur les réceps, c'est-à-dire la partie sur laquelle les fonctionnaires territoriaux peuvent être rémunérés de façon complémentaire. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Je crois qu'il y a une image globale de la ville de Grenoble qui n'est pas forcément propice. Moi, je souhaite que l'on puisse dire aux policiers municipaux, le maire et son équipe municipale seront toujours à vos côtés. D'ailleurs, de faire un statut renforcé de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle des policiers municipaux, c'est-à-dire automatiquement un policier qui est agressé, qui est menacé, bénéficie automatiquement à la première minute de la protection fonctionnelle à laquelle il a droit. Ok. Donc il faut envoyer un message qui est un message fort, valorisant pour les policiers municipaux et puis valorisant pour notre belle ville de Grenoble. Arrêtez de faire du Grenoble bashing. Certains s'en sont servis comme tremplin politique. Ça n'est pas ma façon de voir les choses. Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur l'image de la ville. Tout à fait. Et Corentin et moi, en tout cas, on est vachement contents, nous, d'être ici. Oui. Donc voilà, ça nous amène sur la fin de l'épisode, sur une note quand même positive, de l'espoir pour Grenoble. Il y a plein de belles choses ici aussi. Alors on sait que la plupart, pour pas dire la grande majorité de notre audimat est grenoblois ou grenobloise. Mais pour les Parisiens, Lyonnais et autres qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou ici. Ça nous fera toujours plaisir. Il faut profiter de nos montagnes, de nos musées. Il faut profiter de notre environnement de fête aussi. C'est une ville festive, vivante. Et de nos cafés, débats et autres ateliers pédagogiques qu'on organise à Politiquement Vôtre. À Grenoble, tout à fait, à Grenoble, essentiellement, tu fais bien de le dire. N'hésitez pas à venir, que vous soyez d'accord avec moi, avec Corentin, que vous soyez pas d'accord. Le but, ça a toujours été, ce sera toujours de discuter entre nous, d'échanger nos idées, de passer un bon moment. Et jusqu'ici, je pense qu'on peut le dire, c'est réussi. C'est réussi. C'était très sympa. Pour moi, de mon point tant de vue. mieux. Et voilà, on a encore une personne de plus qui me dit que c'est vachement sympa, donc n'hésitez pas à venir, nous ça nous fait plaisir. On reprend les événements en présentiel début mars, donc on espère que vous serez très nombreux, très nombreuses. Et d'ici là, je vous souhaite bonne écoute sur nos podcasts. Exactement. Et on pourrait même débriefer, on pourrait même y repenser fin mars de ce qui est devenu la municipalité, qui a gagné, qui a perdu, qui a gagné combien. On pourrait reparler. On pourrait faire des épisodes débriefs, peut-être qu'on est même en train d'y travailler. Peut-être. Monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les deux. Et merci d'avoir été présent. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On vous souhaite... que du courage et bonne chance pour la suite. Du courage, on n'en manque pas, de la détermination non plus, mais de continuer à avoir du plaisir pendant la campagne. Je vous le souhaite en tout cas. On vous le souhaite. Merci à tous et à toutes. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, des étoiles, des commentaires. C'est toujours bon pour les référencements pour notre podcast. Et on vous lit, sachez-le, on vous lit. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Merci à vous tous, messieurs, et merci à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.